Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de la malédiction de la momie, le 3e épisode. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette histoire et moi aussi je me demande si on va enfin voir cette fameuse momie, car c'est le but du livre aussi. Pour ce 3e épisode, car la chaîne étant toute nouvelle, nous sommes encore assez peu nombreux, je n'ai pas assez de retours pour savoir si les deux premières vous plaisaient au niveau de la manière de vous lire l'histoire, si dans la deuxième vidéo la musique de fond vous a plu. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Et ici pour cette 3e vidéo, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un fond vert. Donc je ne sais pas si grâce au peu de luminosité qu'il y a, ça va donner quelque chose de correct. Donc encore une fois, on sera toujours dans le test, on peut considérer qu'on l'est déjà. Donc sans plus attendre, on va continuer notre lecture avec mon petit copain Billy qui m'aide à lire. Et rappelez-vous, là où nous nous étions arrêtés au 8e chapitre, Gabriel et sa cousine Sari étaient poursuivis par Ahmed dans le musée. Et les avait coincés, bien sûr. Alors, Ahmed s'immobilisa devant nous. Il haletait comme un chien essoufflé et se tenait le côté. Il devait avoir une crampe. Sari était pâle, vraiment effrayée. Nous avions le dos au mur. Je déglutis, la gorge serrée. Qu'allait-il nous faire? Pourquoi vous êtes-vous sauvés? Articula-t-il enfin entre deux respirations bruyantes. Nous ne trouvons rien à répondre. J'avais un message pour toi, dit-il à Sari, de la part de ton père. Il dénoua son foulard rouge et en essuya son front couvert de sueur. Pourquoi vous êtes-vous sauvés? Répéta-t-il. Un message? Bégaya Sari. Oui, vous me connaissez tous les deux, nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes enfuis en m'apercevant. Désolé, dit Sari en me donnant un petit coup de coude. Gabriel était en train de me raconter des histoires horribles, c'est sa faute. Il m'a fait peur, et quand je vous ai vu arriver, je ne sais pas ce qui m'a pris. Nous n'avions pas les idées claires, balbutiai-je, à la fois soulagé et embarrassé. Ton père m'a envoyé vous chercher, reprit Ahmed, sans cesser de nous fixer de ses inquiétants yeux noirs. Mais je ne pensais pas qu'il me faudrait vous poursuivre à travers tout le musée. Je me sentais de plus en plus ridicule et j'étais sûr que Sari partageait ma confusion. Papa est rentré à l'hôtel? Interrogea-t-elle. Il a trouvé la note de Gabriel? Oui. Il est revenu de l'hôpital drôlement vite, s'étonna Sari en jetant un coup d'œil sur sa montre. Oui, répéta Ahmed. Et maintenant allons-y. Je vais vous reconduire à votre hôtel, il vous y attend. Nous le suivîmes en silence, marchant à quelques pas derrière lui et échangeant des regards penauds, comme nous avions été stupides. Un instant plus tard, nous nous retrouvions sur le trottoir grouillant de monde, assaillis par les coups de klaxon. Les voitures roulaient comme des escargots en une file ininterrompue. Entre deux brusques coups de frein, des chauffards se braillaient des insultes, le poing brandi par la portière. Ahmed s'assura que nous étions près de lui et nous pilota parmi la foule. « Hé, attendez, lui dis-je, vous vous trompez, l'hôtel est de l'autre côté. » Il se contenta de me jeter un regard par-dessus son épaule. J'ai garé ma voiture un peu plus loin. Votre voiture? S'étonna Sari. Mais l'hôtel n'est qu'à 5 minutes. Nous pouvons très bien y aller à pied, Gabriel et moi, ce n'est pas la peine de nous reconduire. Ça ne m'ennuie pas du tout, répondit Ahmed en se plaçant entre nous. Il nous empoigna chacun par un bras pour nous obliger à hâter le pas. Il nous fit traverser la rue. Je m'apprêtais à dire qu'à pied nous serions arrivés depuis longtemps quand Ahmed annonça « Nous y voilà ». Sa voiture était une vieille chose déglinguée couverte de poussière. Le siège à côté du chauffeur avait les tripes à l'air. Ahmed nous ouvrit la portière arrière et nous poussa sur la banquette. « Ouille !» criai-je. Le cuir de la banquette était brûlant. « Le volant est très chaud aussi », observa Ahmed en bouclant sa ceinture de sécurité. Il tâta le volant à plusieurs reprises, des deux mains, afin de s'habituer à la chaleur. Puis il tourna la clé de contact. Le moteur toussa. Au deuxième essai, la voiture démarra et se glissa dans le flot de la circulation. Immédiatement, Ahmed se mit à klaxonner comme un fou et à injurier entre ses dents le véhicule qui nous précédait. Nous avancions avec une lenteur désespérante, nous immobilisant à chaque instant. « Je me demande pourquoi papa n'est pas venu nous chercher », me murmura Sari tout en regardant la foule à travers la vitre poussiéreuse. « Il a dit qu'il préférait vous attendre à l'hôtel », répondit Ahmed depuis le siège avant. Soudain, il tourna à droite de façon si brusque que je me renversai à moitié sur Sari. En reprenant mon équilibre, je vis que la voiture s'était engagée dans une vaste avenue et prenait de la vitesse.
Je compris aussitôt que nous allions dans la mauvaise direction, nous éloignant de l'hôtel. Ahmed, je crois que l'hôtel est derrière nous, dis-je en montrant la vitre arrière du pouce. Tu dois te tromper, répondit-il doucement. Nous sommes presque arrivés. Non, je vous assure, insistai-je. Il se trouve que j'ai le sens de l'orientation. Papa et maman affirment souvent qu'ils n'ont pas besoin de consulter un plan quand je suis avec eux. Sari tourna la tête vers moi, perplexe. Elle commençait à s'inquiéter. Détendez-vous et profitez de la balade, nous suggéra Ahmed en nous jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Avez-vous attaché vos ceintures? Autant le faire tout de suite. Il souriait de façon mécanique, sans la moindre chaleur. Son ton avait quelque chose de menaçant. Ahmed, nous allons beaucoup trop loin, m'écriai-je. J'avais peur à présent. Les bâtiments qui défilaient par la fenêtre étaient plus espacés, plus décrépits. Nous quittions la ville. Détendez-vous, répéta-t-il avec une impatience croissante. Je sais où je vais. Je regardai Sari. Elle paraissait tout aussi angoissée que moi. Nous venions de comprendre qu'Ahmed nous mentait depuis le début. Il ne nous ramenait pas à l'hôtel, il nous emportait vers une direction inconnue. Nous avions été kidnappés. Voyant qu'Ahmed nous observait toujours dans le rétroviseur, je fis semblant d'avoir du mal à attacher ma ceinture de sécurité. Tout en me débattant avec les sangles, je me penchai vers Sari et lui murmurai à l'oreille « Au prochain arrêt, tiens-toi prête ». Elle parut d'abord ne pas comprendre. Puis je vis une lueur traverser son regard et elle hocha imperceptiblement la tête. Nous étions tendus tous les deux, l'œil rivé sur la poignée de la portière, la circulation ralentie. Ahmed donna un brusque coup de frein. « Maintenant !» m'exclamai-je. Je bondis sur ma portière et me jetai dans la rue. En même temps que me parvenait le cri de surprise d'Ahmed, je vis que Sari en avait fait autant de son côté et qu'elle détalait déjà à toutes jambes. Je m'élançai derrière elle, ignorant le concert de coups de klaxon qui retentissait autour de nous. Elle s'engagea dans une ruelle latérale qui se faufilait entre deux rangées de maisons blanches. Je la rejoignis. Nous n'avions pas échangé une parole et le bruit sourd de nos pas sur le pavé me donnait une impression d'irréalité. Au bout d'un moment, la ruelle déboucha comme par enchantement sur une place de marché animée, peuplée de marchands de fruits et de légumes. Nous n'arrêtions pas de courir. « Tu crois qu'il nous suit ?» haleta Sari. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Je n'en ai pas l'impression, répondis-je. Mais j'avais très peur. Faites qu'il ne nous ait pas suivis, priai-je en silence. S'il vous plaît, faites qu'il ne nous rattrape pas. » Au bout d'une autre ruelle, une vaste avenue s'offrit à nous. Suivi de près par Sari, je jouais des coudes pour me perdre dans la foule. Un instant plus tard, nous nous arrêtions devant l'entrée d'un grand magasin. Hors d'haleine, je me penchai en avant, les mains sur les genoux, essayant de reprendre ma respiration. « Nous l'avons semé » murmura Sari, qui ne cessait de jeter des regards inquiets dans la direction d'où nous étions venus. « Ouais, tout va bien » dis-je avec optimisme. Je lui souris, mais elle ne me rendit pas mon sourire. Son visage était blanc de frayeur, ses yeux continuaient de scruter la foule. « Tout va bien » répétai-je d'une voix rassurante. « Tout va bien, Sari, n'aie pas peur. » « Il n'y a qu'un problème » objecta-t-elle en acceptant enfin de me regarder. « Hein? Quel problème? » « Nous sommes perdus, Gabriel, complètement perdus. » Je sentis mon estomac se nouer. Je m'efforçais toutefois de maîtriser mon angoisse. De nous deux, Sari avait toujours été l'audacieuse, la championne, et moi le petit froussard. Je n'allais pas laisser passer cette occasion de lui montrer qui était le champion maintenant. « Qu'est-ce que tu racontes » dis-je. « Il suffit de demander à n'importe qui le chemin de l'hôtel. »« Mais nous ne parlons pas l'arabe » gémit-elle au bord des larmes. « Aucune importance » affirmai-je, désinvolte. « Je suis sûr que quelqu'un... »« Nous sommes perdus » répéta-t-elle. « Misérable !» C'est alors que j'entrevis la solution du problème garé le long du trottoir. Un taxi. « Viens » m'écriai-je en entraînant Sari par le bras. Le chauffeur, un individu avec une grosse moustache et portant un petit bonnet gris, se retourna d'un air surpris en nous voyant nous installer sous la banquette arrière. « L'hôtel central » ordonnai-je de mon ton le plus blasé. Le chauffeur me regarda, déconcerté. Il ne paraissait pas comprendre. « Voulez-vous nous conduire à l'hôtel central du Caire, s'il vous plaît » articulai-je lentement et clairement. Le chauffeur rejeta sa tête en arrière, ouvrit tout grand la bouche et éclata d'un rire sonore. Le chauffeur riait tellement qu'il en pleurait. Sari me serra le bras. « Il travaille pour Ahmed » me chuchota-t-elle. « Nous sommes tombés dans un piège. » Mon sang se glaça dans mes veines. Impossible, elle devait se tromper. Ne sachant plus que penser,
Je saisis la poignée de la portière, prêt à bondir dans la rue. Mais le chauffeur me fit signe d'arrêter. « Hôtel du Caire ?» demanda-t-il en essuyant ses yeux du revers de la main. « Hôtel central du Caire ?» Il montra quelque chose à travers la vitre. C'était notre hôtel, juste de l'autre côté de la rue, à quelques dizaines de mètres. Le rire le secoua de nouveau. « Merci !» criai-je sèchement en descendant du taxi. Sari sortit derrière moi, la face hilare. « Ça n'a rien de drôle, marmonnai-je. » Le chauffeur nous regardait toujours avec un large sourire. « Allez, viens, ne fais pas cette tête, me dit Sari. Il faut tout raconter à papa. » Mais à notre étonnement, la chambre d'hôtel était vide. Mon message à oncle Ben se trouvait toujours sur le bureau, rien n'avait été touché ou déplacé. « Il n'est pas revenu ?» observa Sari. Je m'en doutais. Ahmed nous a menti depuis le début. Elle froissa mon message et le jeta dans la corbeille à papier. Je me laissai tomber sur le canapé avec un soupir. Je me demande ce qui se passe, dis-je. Je n'y comprends rien. La porte s'ouvrit tout à coup, nous faisant sursauter tous les deux. « Papa !» s'écria Sari en courant embrasser oncle Ben. J'étais bien content que ce soit lui plutôt qu'Ahmed. Et il prit sa fille par la taille et la pilota vers le canapé. Son visage avait une expression un peu hébétée, absente. « Papa !» commença Sari. « C'est bizarre, mais... » « Bizarre, en effet, marmonna-t-il en secouant la tête. « 2 de mes meilleurs ouvriers. »« Oh, j'avais oublié. Comment vont-ils » l'interrogea Sari. Oncle Ben s'affala dans un fauteuil. Son regard m'effleura sans me voir. « Plutôt mal, répondit-il. Ils sont tous les deux en état de choc. Je suppose que c'est l'expression qui convient. Ils ont été victimes d'un accident, demandai-je dans la pyramide. Je n'en sais rien. Ils ont perdu la parole. Je crois que quelqu'un ou quelque chose leur a fait peur. Tellement peur qu'ils en sont devenus muets. Les médecins semblent dépassés. Ils disent que... Papa l'interrompt Sari. Ahmed a essayé de nous kidnapper. Quoi? Quel Ahmed? Qu'est-ce que tu racontes? Il fronça les sourcils, déconcerté. Ahmed, le type de la pyramide, expliqua Sari. Avec une queue de cheval et un petit foulard rouge. Celui qui est tout en blanc et qui a toujours un carnet de croquis à la main. Il est venu nous chercher au musée, dis-je. Il prétendait que tu l'avais envoyé. Oncle Ben bondit sur ses pieds. Le musée? Qu'est-ce que vous fabriquiez au musée? Je vous avais défendu. Papa, nous voulions seulement nous distraire, intervint Sari d'une voix enjôleuse, tout en lui caressant l'épaule pour l'amadouer. Il n'y a pas de mal à ça. Gabriel avait envie de voir des momies, alors nous y sommes allés. Et cet Ahmed a insisté pour nous ramener à l'hôtel en voiture. Il disait que tu nous y attendais. Mais il roulait dans la mauvaise direction, poursuivis-je. Alors nous avons sauté de la voiture et nous nous sommes sauvés en courant. Ahmed? Ahmed? Oncle Ben répétait le nom comme s'il avait du mal à en croire ses oreilles. Mais il avait d'excellentes références, murmura-t-il enfin. C'est un cryptographe. Il étudie l'écriture égyptienne et s'intéresse surtout aux inscriptions murales que nous découvrons. Alors pourquoi est-il venu nous chercher? Demandai-je. Et où voulait-il nous emmener? Ajouta Sari. Je n'en ai pas la moindre idée, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Oncle Ben serra sa fille contre lui et reprit. Quel mystère! Il ne vous a pas fait de mal? Non, le rassurai-je, tout va bien. Il se dirigea vers la fenêtre, l'air préoccupé. Il faut que je retourne à la pyramide, nous annonça-t-il. J'ai donné congé à mes ouvriers pour aujourd'hui, mais je dois savoir ce qui se passe. Un nuage masqua soudain le soleil. La pièce s'assombrit. Je vais vous commander à dîner à la réception, reprit oncle Ben. Vous attendrez sagement mon retour. Non, cria Sari, tu ne peux pas nous laisser ici. Tu ne préfères pas qu'on t'accompagne? Hasardai-je. Il nous observa tour à tour et secoua la tête. Trop dangereux. Tant que je n'aurai pas découvert ce qui est arrivé à mes 2 ouvriers, là-bas. Mais papa, et si Ahmed revenait nous chercher? S'étrangla Sari blanche de frayeur. Oncle Ben fronça les sourcils. Ahmed, grogna-t-il. Ahmed. Papa, s'il te plaît, supplia Sari. Il finit par capituler. Bon, d'accord. Je crois que vous avez raison. Vous allez venir avec moi, mais vous devez me promettre de ne pas vous éloigner, dit-il en agitant l'index sous le nez de Sari. Plus de balades intempestives, plus de farces d'un goût douteux. Mon oncle s'est dévoilé à mes yeux sous un nouvel aspect. Bien qu'il fût un savant réputé, il avait toujours été le plaisantin de la famille. Et voilà qu'il paraissait très sérieux, tout à coup, et surtout drôlement inquiet.
Après avoir avalé un sandwich dans le restaurant de l'hôtel, nous partîmes pour Gizeh. Et oui, ça se dit bien Gizeh. Alors qu'il n'y a pas de U après le G, mais bon, désolé. La pyramide se découpa bientôt sur l'horizon et parut devenir de plus en plus massive à notre approche. Je me rappelais mon émotion admirative en la voyant pour la première fois quelques jours auparavant. À présent, j'éprouvais plutôt un étrange malaise. Oncle Ben gara la voiture à l'emplacement habituel, près de la petite entrée rectangulaire située derrière l'édifice. Puis il s'en alla fouiller dans le coffre du véhicule et nous tendit, à Sari et à moi, un minuscule boîtier noir. « C'est un appareil de reconnaissance, nous expliqua-t-il. Accrochez-le à votre ceinture. Quand vous appuyez sur ce bouton, l'appareil envoie des signaux électroniques à celui que je porte sur moi, ce qui me permet de repérer l'endroit où vous êtes. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous l'utilisiez puisque vous ne devez pas vous éloigner. Mais avec vous, on ne sait jamais. » Il nous remit également chacun une torche électrique, comme la dernière fois. « Soyez prudents, recommanda-t-il. Éclairez toujours le sol droit devant vous, à 1 mètre environ de vos pieds. »« On sait, papa, on sait, dit Sari. On a déjà fait ça, tu te souviens ? » « Contente-toi de suivre mes instructions, ordonna-t-il sèchement avant de s'engouffrer dans les ténèbres de la pyramide. Quelques minutes plus tard, nous descendions de nouveau avec précaution l'échelle de corde et nous nous engagions dans la galerie. Oncle Ben menait la marche, le halo de sa torche dansant dans le noir. Sari lui emboîtait le pas et je suivais quelques mètres derrière. En chemin, je vérifiai à tout hasard que la petite main de Momie, mon porte-bonheur, était bien dans ma poche. La galerie me semble plus étroite et plus oppressante que jamais. Question d'humeur, je suppose. Quelque chose me frôla le visage. Je tressaillis et m'arrêtai pour éclairer la voûte. Au-dessus de ma tête s'étendait tout un réseau de toiles d'araignée. Je me fis le plus petit possible pour l'éviter et poursuivis mon chemin. La galerie obliquait à gauche, puis amorçait sa pente raide jusqu'à l'endroit où elle se divisait en deux. Oncle Ben emprunta le tunnel à droite. Sari lui dit quelque chose que je ne saisis pas car ils avaient pris plusieurs mètres d'avance sur moi. Je m'étais arrêté de nouveau pour éclairer ma chaussure gauche. Le lacet venait de se défaire. « Oh non, fulminai-je, pas encore !» Je me baissai pour le rattacher, posant ma lampe sur le sol. « Hé !» criai-je, « attendez-moi !» Mais ils étaient en train de bavarder avec animation à propos de je ne sais trop quoi, et ils ne me prêtèrent pas attention. L'écho de leur voix me parvenait sans que je puisse comprendre leurs paroles. Je nouai mon lacet en toute hâte, empoignai ma lampe et me relevai. « Hé, attendez !» Où étaient-ils passés? Je ne les entendais plus. « Ça ne va pas recommencer, me dis-je. »« Hé !» braillai-je. « Attendez-moi !» Mon cri se répercuta dans toute la galerie. Pas de réponse. Ça n'arrivait décidément qu'à moi. Je me rendis compte que j'éprouvais plus de colère que de peur. Oncle Ben allait me le payer. Il avait fait tout un plat pour nous obliger à rester ensemble, et voilà qu'il m'abandonnait dans cette maudite galerie sans même se soucier de jeter un regard derrière lui. Je me remis à marcher à toute allure. Le regard fixé sur le faisceau de ma lampe, la galerie virait brusquement à droite. La pente devenait de plus en plus raide. L'air tiède commençait à dégager l'odeur familière de moisi. « Oncle Ben !» appelai-je à tout hasard. « Sari !» Il ne devait pas être bien loin. Je ne m'étais arrêté que le temps de lasser ma chaussure. Sans doute m'attendait-il au prochain tournant. Un léger bruit me fit tendre l'oreille. Non, rien. Voilà que mon imagination me jouait des tours. Des tours? Une idée lumineuse me traversa soudain l'esprit. Et s'il s'agissait d'une autre de leurs plaisanteries? S'il se cachait dans un renfoncement, guettant ma réaction? Mais la futilité de mon raisonnement m'apparut très vite. Oncle Ben n'avait pas l'humeur à la plaisanterie aujourd'hui. Il paraissait bien trop préoccupé par la soudaine maladie de ses 2 ouvriers, trop inquiet à propos de ce que nous venions de lui dire sur Ahmed. Tout en poursuivant mon chemin, j'effleurai l'appareil de reconnaissance accroché à ma ceinture. Fallait-il appuyer sur le bouton? Je décidai que non. Sari ne manquerait pas de se moquer de moi et d'aller raconter à tout le monde que j'avais appelé au secours 2 minutes à peine après être entré dans la pyramide. Sari? Oncle Ben? Pas d'écho. Les parois de la galerie semblaient se refermer sur moi. Dans un halo de lumière diffus et jaunâtre, je découvris qu'elles étaient sillonnées de longues fissures. « Hé, vous autres !» criai-je. « Où êtes-vous » Je dus m'arrêter brusquement parce que la galerie se divisait de nouveau en 2. Saisi d'angoisse, j'examinai les 2 ouvertures. Laquelle avait-il choisi? Je me précipitai dans le tunnel de gauche en criant leur nom. Pas de réponse. Je rebroussai chemin et pénétrai dans celui de droite. Il était plus large, plus haut de plafond. Des centaines de tunnels, avait dit oncle Ben. Un véritable labyrinthe. M'interdisant d'y penser, j'avançai de quelques pas et les appelai encore.
C'est alors que j'entendis quelque chose. Des voix. Je m'immobilisai. Le silence était tel à présent que je pouvais presque percevoir les battements de mon cœur. Puis, le même son me parvint de nouveau. Un drôle de chuintement, comme un chant d'insecte. Pas une voix humaine. Oncle Ben? Sari? La peur ne me quittait plus. Je résolus de faire taire mon orgueil et d'actionner mon appareil de reconnaissance. Mais au moment où j'allais presser le bouton, un autre bruit arrêta mon geste. Le chuintement d'insectes avait cédé la place à un craquement. Je tendis l'oreille. Le craquement devenait de plus en plus sonore. Il se produisait juste à l'endroit où je me trouvais. Je braquai ma lampe sur mes chaussures et découvris avec stupéfaction que le sol de la vieille galerie était en train de se fendre sous mes pieds. Au même instant, le bruit explosa littéralement, m'enveloppa de toutes parts. Je n'eus même pas le temps de réagir. La fissure béante m'attira comme un aimant et je disparus dans un trou profond. J'ouvris la bouche pour hurler. Aucun son n'en sortit. Mes mains tentèrent de se raccrocher à quelque chose, mais ne battirent que le vide. Je fermai les yeux et me laissai tomber interminablement dans le noir. Ma lampe heurta le sol avec fracas. Puis ce fut mon tour, un choc violent. J'avais atterri sur le côté. Une douleur intense me traversa le corps et je vis un éclair rouge. Je crois que la force de l'impact me fit perdre connaissance un court instant. J'ouvris les yeux dans une espèce de brouillard. Mon épaule me faisait particulièrement mal. Je la palpai avec précaution, puis bougeai le bras. Rien de cassé. Je m'assis et le brouillard commença à se dissiper. Où donc étais-je? Une odeur rance assaillit mes narines. Une odeur de pourriture et de mort. Ma torche électrique gisait près de moi. Je suivis du regard son faisceau lumineux et poussai un cri. Elle éclairait une main humaine contre un mur. Une main qui pendait au bout d'un bras tout raide. Je saisis la torche en tremblant et la braquai sur cette apparition. C'était une momie. Debout, calée contre une paroi de granit. Un visage sans yeux, sans bouche, enveloppé de bandelettes. Elle semblait néanmoins m'observer, tendue, guettant ma réaction. Une momie? La lumière vacillait sur sa face impassible. Je me contentais d'écarquiller les yeux, bouche bée, figé de peur et de surprise, incapable de me lever. Le bruit saccadé de ma respiration montait à mes oreilles. La momie continuait de me regarder sans me voir. Que faisait-elle plantée là, les bras pendants comme des piquets? Les anciens Égyptiens ne laissaient pas leur momie au garde-à-vous. De toute évidence, elle n'allait pas se mettre à bouger et me sauter dessus. Je me détendis un peu. Du calme, Gabriel, dis-je à voix haute pour me rassurer. Ces trois mots m'arrachèrent une quinte de tout. L'air était tellement suffocant. Grognant de douleur parce que mon épaule me lançait toujours, je me remis debout, tant bien que mal, et promenai ma lampe autour de moi. Je me trouvais dans une chambre immense et haute de plafond, beaucoup plus grande que la chambre où travaillaient oncle Ben et ses ouvriers, et beaucoup plus encombrée. Oh! Une exclamation étouffée s'échappa de mes lèvres, tandis que le pâle halo de ma lampe me révélait un stupéfiant spectacle. Des silhouettes obscures, enveloppées de bandelettes, m'entouraient de partout. La chambre était peuplée de momies. Leur ombre semblait attentive à mes moindres mouvements. Réprimant un frisson, je reculai d'un pas. Ma lampe parcourut l'étrange décor, dansant sur des visages bandés, des bras, des troncs, des jambes. Il y avait des momies adossées au mur, des momies couchées sur des plaques de pierre, les bras croisés sur la poitrine, des momies dans des positions bizarres, recroquevillées sur elles-mêmes ou dressées de toute leur hauteur, les bras tendus en avant comme des monstres de Frankenstein. Je pivotai lentement sur place, effectuant un tour complet pour suivre le halo de ma lampe, et je me rendis compte que ma chute m'avait fait atterrir au centre de la chambre. Je vis au passage une rangée de sarcophages ouverts, alignés contre une paroi. Derrière moi, je distinguai sur une longue table tout un déploiement de matériel. De curieux instruments métalliques, des piles de linge blanc, de gigantesques pots et jarres d'argile. Du calme, Gabriel, du calme. Respire lentement. Je me dirigeai vers la table d'un pas hésitant et examinai une haute pile de linge. C'était de la toile de lin, cette étoffe légère qu'on découpait en bandelettes pour envelopper les momies. Rassemblant mon courage, je me penchai ensuite sur quelques instruments sans y toucher. Des instruments de momification, pinces, crochets et lames aiguisées. Je rebroussai chemin à toute vitesse. À ce moment, ma lampe éclaira au loin un grand rectangle au reflet luisant, sur le sol.
Intrigué, je décidai d'aller voir ça de plus près. Pour m'en approcher, je dus enjamber 2 momies couchées sur le dos, non sans réprimer un petit frisson. Le rectangle était une cuve presque aussi vaste qu'une piscine. Je me penchai par-dessus bord. Elle était remplie d'un liquide épais et gluant, de la consistance du goudron. Était-ce une cuve de natron? J'avais lu quelque part que les anciens Égyptiens plongeaient les corps de leurs morts dans un bain de natron, ou carbonate de sodium, pendant 40 jours avant de les embaumer. Sans doute ce natron avait-il servi à la fabrication des momies qui semblaient rôder silencieusement dans les parages. Mais comment pouvait-il être mou après 4000 ans? Une onde glaciale me parcourut soudain. Pourquoi tout ce qui se trouvait dans cette chambre, les instruments, les momies, le linge, était-il si bien conservé? Et pourquoi ces momies avaient-elles été abandonnées de la sorte, éparpillées çà et là dans des positions si étranges? Je compris que je venais de faire une incroyable découverte. En traversant le plafond, j'étais tombé par hasard dans une chambre secrète, un atelier funéraire où les anciens Égyptiens transformaient les corps des défunts en momies. Une fois de plus, l'odeur âcre flottant dans l'atmosphère me prit à la gorge et je dus retenir ma respiration pour ne pas suffoquer. Une odeur de vieux cadavres enfermés entre ces murs depuis des siècles et des siècles. Il me fallait absolument prévenir oncle Ben, d'abord pour lui montrer ma stupéfiante trouvaille, et ensuite parce que je n'avais pas envie de rester seul dans cet endroit lugubre une minute de plus. Je saisis le petit appareil de reconnaissance accroché à ma ceinture et l'examinai à la lueur de ma lampe. Je n'avais qu'à appuyer sur le bouton et je verrais oncle Ben et Sari arriver en courant. Oh non! J'en aurais pleuré de dépit. L'appareil était cassé, brisé, inutilisable. J'avais dû l'écraser dans ma chute. Le bouton ne fonctionnait plus. Personne ne viendrait à mon secours. J'étais bel et bien seul au milieu des momies qui peuplaient les ténèbres. Je jetai au loin l'appareil qui désormais ne me servirait plus à rien. La torche électrique tremblait dans ma main. Tout ce qui m'entourait semblait se refermer sur moi. Les parois de la chambre, le plafond, l'obscurité. Même les momies se rapprochaient. « Hein ?» me dis-je. Je reculai d'un pas puis d'un autre. J'étreignai la lampe si fort que j'en avais mal aux doigts. Le faisceau lumineux parcourut les silhouettes sans visage. Un ne bougeait pas, bien sûr que non. L'odeur était de plus en plus fétide, de plus en plus tenace. Elle m'emplissait le nez et la bouche. Je pouvais même la goûter, cette odeur de mort et de décomposition. J'en avais la nausée. Que faire? Je devais absolument sortir d'ici et retrouver oncle Ben. « Au secours !» criai-je à tout hasard. Ma voix était faible, comme assourdie par la moiteur de l'air vicié. « Au secours, vous m'entendez ?» Un peu plus sonore cette fois. Coinçant la lampe sous mes bras, je mis mes mains en coupe autour de ma bouche et braillai dans ce mégaphone improvisé. « Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Puis je tendis l'oreille, guettant désespérément une réponse. Silence. Que faisaient donc oncle Ben et Sari? Étaient-ils en train de me chercher? Pourquoi ne m'entendaient-ils pas? À l'aide, s'il vous plaît, quelqu'un! Aidez-moi! La panique m'envahissait à présent, me serrant la poitrine comme dans un étau. La tête levée vers le trou du plafond à travers lequel j'étais tombé, je m'époumonais de plus belle. Au secours! À l'aide! Mes efforts se révélèrent inutiles. Je reculai de quelques pas, quelque chose craqua sous ma semelle, quelque chose qui me parut bouger. Je poussai un cri perçant et bondis sur le côté. La chose parut s'éloigner en frétillant, ce qui me soulagea plus ou moins. Au même instant, je sentis un frôlement contre ma cheville. Nouveau cri de frayeur, nouveau bout. Cette fois, la torche électrique m'échappa et tomba à terre avec fracas. La lumière s'éteignit. Les frôlements se succédèrent, cela ressemblait plutôt à une série de gratouillis. Je donnai un coup de pied en arrière pour m'en débarrasser, en vain. J'entendais à présent des bruissements sournois autour de mes tennis. On aurait cru qu'une foule de créatures s'activait fiévreusement à mes pieds. Que pouvait-elle être? Je me baissai, cherchant ma lampe à tâtons dans les ténèbres. Ah! J'eus soudain l'impression que tout le sol s'animait, parcouru d'une onde grouillante. Horrifié, je saisis la lampe et me relevai. Ma main tremblait tellement que je ne parvins pas à la rallumer tout de suite. J'étais obligé de sautiller et de danser sur place pour fuir le contact frémissant des créatures qui ne cessaient d'aller et venir entre mes jambes. La lumière jaillit enfin, le cœur battant, je braquai son rayon jaunâtre sur le sol, et je faillis tourner de l'œil. Des scorpions. J'avais marché au beau milieu d'une armée de scorpions. Ah, au secours!
J'eus du mal à reconnaître ma voix. Elle était rauque, inaudible. Les scorpions semblaient la proie d'une agitation frénétique. La queue dressée, comme prêt à l'attaque, ouvrant et refermant leurs pinces dures, ils se bousculaient, grimpaient les uns sur les autres, retombaient. C'était un terrifiant spectacle. À la lueur de la torche, plusieurs remarquèrent tout à coup ma présence. Ils foncèrent aussitôt sur moi, pointant leurs dards venimeux vers l'ourlet de mon jean. « Ah ! Fichez le camp !» En reculant pour leur échapper, je trébuchai. Je perdis l'équilibre, mon corps bascula en arrière. Mes bras fendirent l'air, une image fulgurante me traversa l'esprit. Je me voyais déjà renversé à terre, recouvert de scorpions, criblé de piqûres mortelles. Non, mais juste à ce moment-là, ça sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas choisir si je préférerais une armée de scorpions ou d'araignées. Moi, je suis scorpion, donc je crois que je vais prendre des scorpions. Bon, nous sommes arrivés au 15e chapitre, donc je pense que la prochaine vidéo, je vais faire en sorte de terminer la lecture du livre. J'espère que cette petite session vous a plu. J'espère que vous faites déjà dodo, ou alors que vous êtes déjà assez relaxé pour le faire, grâce à moi. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez à la chaîne pour la faire grandir. Si vous avez des idées pour m'améliorer dans les vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Mettez le pouce qui fait plaisir et activez la cloche pour ne rater aucune de mes lectures. Et si jamais, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour que d'autres que vous puissent aussi en profiter. Sur ce, je vous dis bonne nuit, reposez-vous bien, ne rêvez pas de momies, et à la semaine prochaine.